Vous êtes dans le débat, soyez les bienvenus. Alors, quel projet politique Donald Trump est-il en train de mettre en place? À peine élu, on le sait déjà à l'œuvre, il y a eu des échanges téléphoniques, notamment avec ses homologues étrangers. Mais après sa performance électorale, on se demande à présent à quelle performance politique on va assister, aussi bien sur la scène intérieure qu'internationale, et quelle équipe va-t-il constituer autour de lui? Aura-t-il toute latitude pour agir ou bien rencontrera-t-il des résistances au sein du Parti républicain? Son mandat sera en tous les cas marqué par des événements internationaux majeurs, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et pourquoi pas le premier homme sur Mars. C'est à voir. C'est ce que nous allons aborder en tous les cas avec nos invités sur ce plateau. Tout d'abord, je vais vous présenter Bernard Arcault, bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Columbia. Est avec nous aussi Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France. Et puis, par Skype, Soufiane Al-Sabag, bonsoir. Vous êtes écrivain, spécialiste de politique intérieure américaine et spécialiste aussi du Parti républicain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se soulèvent parce que même s'il y a une victoire des républicains, on se demande comment Donald Trump et les républicains vont pouvoir gouverner ensemble. Le président en exercice, Joe Biden, s'est exprimé en fin d'après-midi. On attendait beaucoup cette allocution. C'est un exercice très délicat pour le président en exercice. Une allocution très, très attendue, oui, et donc que je vous propose d'écouter tout de suite. Hier, je me suis entretenu avec le président élu Donald Trump pour le féliciter de sa victoire. Et je l'ai assuré que je chargerai l'ensemble de mon administration de travailler avec son équipe pour assurer une transition pacifique et ordonnée du pouvoir. La lutte pour l'âme de l'Amérique, depuis notre fondation, a toujours été un débat permanent et est encore vitale aujourd'hui. J'espère que nous pourrons, quel que soit le candidat que vous avez choisi, nous considérer non pas comme des adversaires, mais comme des concitoyens américains. Alors, je vais tout d'abord m'adresser à Soufiane Al-Sabag qui est à distance avec nous. L'exercice, je le disais, n'était pas du tout évident pour le président en exercice et on sait en plus que les deux hommes se détestent. C'est vrai, mais on revient à une norme démocratique tout à fait traditionnelle. C'est une très bonne chose, je crois, que M. Biden se soit plié à cet exercice, peut-être un petit peu désagréable, on peut le comprendre, mais en tout cas, M. Trump, lui, en 2020, ne s'y est jamais livré, et je crois que M. Biden va partir beau joueur. Maintenant, c'est important de souligner que vraiment, ce n'est pas un candidat républicain qui a gagné la Maison-Blanche, parce qu'on entre dans autre chose, et notamment sur le point de vue démocratique, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui entourent M. Trump, et évidemment, sa garde rapprochée a annoncé, sans se cacher, que ce deuxième mandat serait très très différent et ils veulent une action exécutive beaucoup plus forte. Et donc pour que cela arrive, il faudra se départir de certaines normes. On l'a déjà vu avec le 6 janvier 2021 et je pense qu'au début de ce nouveau mandat, il faut s'attendre à beaucoup plus de mesures, je dirais, très radicales, mais surtout dans la pratique démocratique qui sera celle de M. Trump. Et c'est un point qu'il faudra beaucoup surveiller pour, je dirais, la santé de la démocratie américaine. Et c'est vrai que Bernard Arcault, en 2020, Donald Trump n'avait pas reconnu la victoire de Joe Biden. Donc c'est pour ça que je le disais, cette transition, elle est relativement tendue. Cette passation de pouvoir, elle est tendue entre les deux hommes. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais disons que du côté du Parti démocrate et de Biden lui-même, ça a toujours été quelqu'un qui a été plus classique dans ses engagements politiques, même envers l'opposition. Donc, je pense que pour Biden, ça vient un peu plus naturellement, qu'il y a cette succession et qu'il y aura une succession normale. C'est toujours quelque chose dont il a parlé. Je veux dire, c'est un homme politique depuis toujours. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment plus dans son caractère et aussi dans le caractère quand même du Parti démocrate de faire des transitions conventionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait j'ai été assez surprise par l'une des déclarations de Kamala Harris hier. Donc elle s'est exprimée hier, ça a duré 10 minutes, et elle a appelé ses partisans à respecter le résultat. Et justement dans cette ligne-là, j'étais assez surprise qu'elle ait besoin de le spécifier lors de son discours.
Je crois que les normes ont changé un peu, voilà. Je veux dire, Ça veut dire qu'on pouvait même craindre des violences de la part des démocrates? j'en ouais, enfin, j'en doute, mais Mm. je veux dire, disons que c'était un peu important de donner ce message que les démocrates sont différents que ce qu'on a vu le 6 janvier, etc. Donc je crois que la raison, c'était vraiment pour faire un contraste entre ce qui s'était passé il y a 4 ans et ce qui va se passer en janvier de l'année prochaine. Henri Vernet, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a craint avec ce scrutin d'assister à des débordements. On s'y attendait en fait. On s'attendait beaucoup à ce que ces résultats soient contestés et qu'il y ait une opposition dans les rues, notamment de la part des Républicains. Et finalement, c'est une transition qui se fait de manière assez pacifiée. Tout simplement parce que Trump a gagné. C'est-à-dire que le scénario aurait sans doute été différent s'il avait perdu, parce que lui-même avait suffisamment alerté qu'en fait, il allait reconnaître une élection, concéder une victoire uniquement si c'était la sienne, en quelque sorte. Donc c'est ça qui a beaucoup aidé. Même si c'est vrai que la veille ou l'avant-veille du scrutin, il avait dit non, mais quel que soit le résultat, je le respecterai. Bon, enfin, il a fallu attendre quand même 24 heures ou 48 heures avant le vote de mardi pour qu'il assure, qu'il garantisse un petit peu ce côté paisible des choses. Mais c'est vrai que, vous le soulignez à raison, que Mme Harris elle-même a dû faire cette réflexion. Non, il y a eu, ça va au-delà de la simple image classique des démocrates. Le fait est que chez des électorats démocrates, dans leur camp aussi, il y a eu de sérieux doutes. Et certains, d'ailleurs, je ne sais plus dans quel état, il y en a certains qui demandent des recomptages parce qu'ils accusent quand même de fraude en partie. Alors c'est très partiel, c'est très géographiquement par rapport à ce que sont les États-Unis, ça reste totalement limité. Mais enfin, il y a ce doute sur certains processus électoraux. Par ailleurs, alors on a beaucoup conspué les sondages à l'occasion de cette élection. Enfin maintenant, de toute façon, ça devient une habitude, quels que soient les pays, quels que soient les scrutins. Bon, mais il se trouve que les sondages, justement, une des choses intéressantes qu'ils avaient montré, moi j'avais suivi des études Ipsos côté américain, montraient que la confiance dans le système électoral américain, dans le fait qu'il reflète réellement la réalité du choix politique des Américains, cette confiance-là, elle existait, elle était majoritaire chez les électeurs. En revanche, qu'on soit un électeur démocrate ou même un électeur républicain, curieusement, on pensait qu'on n'accordait pas, que son candidat à lui pouvait remettre en cause le système électoral. On pensait ça davantage à l'égard de Trump, mais également à l'égard de Mme Harris, quoi. Le fait de respecter ou non le résultat des urnes. Donc il y a quand même un climat qui est là, d'où les expressions des deux, enfin de la battue et du gagnant. Mais quand on regarde les mots de Biden, quand on écoute les mots de Biden, moi je trouve ça frappant que là, dans ce discours assez saisissant, un peu triste d'ailleurs, cette apparition de Biden tout à l'heure. Parce qu'il est vieillissant, parce qu'on sent son âge, il y a la fatigue, il sait qu'il part. Et du coup, c'est presque un adieu, oui. Un adieu aux armes. Enfin, il y aura bien sûr encore bien des moments, et notamment l'investiture de Trump, qui sera là, contrairement à son prédécesseur. Mais ce que je veux dire, un président sortant qui emploie les mots de adversaire, de considérons-nous comme un peuple et non comme des adversaires, qui emploie les mots de transition pacifique. Mais enfin, il y a 10 ans ou 20 ans, ça allait de soi qu'une transition serait pacifique. Là, le président sortant, parce qu'il a expérimenté en effet l'incroyable débordement du 6 janvier, il a expérimenté son prédécesseur qui s'était quand même quasi barricadé à la Maison-Blanche, je veux dire, qui en faisait un fort chabrol. Bref, il y a besoin en effet d'apaiser en ayant des mots pareils qui devraient quand même couler de source dans la principale démocratie du monde. Soufiane Al-Sabag, on peut reconnaître à Trump sa performance électorale. C'est vrai qu'il a été assez spectaculaire pendant cette campagne, mais est-ce qu'il peut être autre chose maintenant qu'il accède au pouvoir à nouveau? C'est difficile de vous le dire de façon définitive, mais vous savez, M. Trump a commencé son premier mandat un peu comme une blague et il l'a fini dans une tragédie absolue. Et maintenant, ce qu'on sait quand même, c'est que ce premier mandat va commencer par une tragédie puisqu'il a annoncé qu'il allait être un dictateur pour le premier jour. Alors, si vous êtes dictateur pour le premier jour, pourquoi pas continuer? On sait que dans son entourage, on le pousse à une action exécutive et un présidentialisme beaucoup plus fort, qui, en politique intérieure américaine, serait une rupture avec la tradition et les coutumes. Vous savez que le président américain, sur le plan de la politique intérieure, ne peut rien faire sans l'aval du Congrès. Alors, si jamais M. Trump venait à perdre la Chambre des représentants, comme c'est encore possible, il va lui falloir se départir des normes démocratiques s'il veut avancer vite sur un certain nombre de sujets.
j'en veux pour preuve la déportation de milliers d'immigrants, même illégaux. Ça ne va pas se pouvoir faire comme ça. Et il va falloir qu'il ait l'approbation du Congrès, qui, je le rappelle, détient les cordons de la bourse. Et s'il n'a pas les budgets de la part du Congrès, alors il va falloir faire autrement. Et je pense que ça ne fait aucun doute qu'il a fait des promesses qui sont très fortes. Il y a eu un vote d'adhésion qui est incontestable. Et maintenant, vis-à-vis de ses supporters, il ne peut pas se permettre de ne pas répondre à ses promesses et de ne pas les tenir. Et donc, toute autre chose qu'une action très forte serait très mal perçue par ses soutiens. Henri Vernet, vous pensez qu'il y a une dimension politique chez Trump, une capacité notamment, ce qu'on vient d'évoquer, à négocier, à faire des deals aussi avec le Congrès, notamment s'il est côté démocrate? Démocrate, ce sera difficile. Parce que, alors oui, c'est un homme de deal, on le dit assez d'ailleurs. Hein, la nature, l'ADN de Donald Trump, c'est de faire des deals. Alors, plutôt en politique étrangère, mais en politique intérieure également. Mais c'est vrai qu'avec un Congrès démocrate, on le verrait mal, soudain tomber dans la nuance, dans le compromis. C'est tout sauf un homme de compromis, Donald Trump. Quand il fait un deal, c'est quand même parce qu'il est en position de force et qu'il espère arriver à que le deal soit plutôt donc en sa faveur. Là, c'est vrai, c'est à raison que notre interlocuteur souligne cette possibilité d'un obstacle démocratique à ses grandes ambitions en matière de politique spectaculaire. Ce serait le seul garde-fou, finalement. Bien sûr, mais sauf que le garde-fou, pour l'instant, il faudra voir dans quelques jours. Mais il peut très bien aussi gagner la Chambre des représentants, auquel cas il aura absolument tout. La Maison-Blanche, le Sénat, la Chambre des représentants et la Cour suprême. Parce que dans son premier mandat, c'est quand même ce qu'il s'est appliqué à faire. C'est-à-dire nommer des ultra-conservateurs à la Cour suprême, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a quand même les leviers essentiels du pays. Ouais, afin de mener une politique très conservatrice, c'est vrai que décide-t-il de sa politique selon son agenda personnel ou selon une vision politique? C'est la question qu'on se pose ce soir. Mais vous savez, les choses ont changé quand même. Et on l'a vu en 2020 aussi et en 2016. Mais je veux dire, quand les présidents ils arrivent à la Maison-Blanche, ils font beaucoup de executive orders. Et ce sont des ordres exécutifs. Avec Trump, c'était sur ce qu'on appelait le Muslim ban, la fermeture de l'immigration des 7 pays à majorité musulmane. Bon, tout ça, ça se fait par pouvoir exécutif uniquement. On n'a pas besoin du Sénat, on n'a pas besoin de l'Assemblée, on n'a pas besoin de qui que ce soit d'autre que le président. Et j'imagine que il y a eu ce décalage, ce changement à travers les dernières décennies pour un exécutif qui a plus de pouvoir, de faire les choses à travers les executive orders. Et je crois que Trump va faire ça immédiatement. En ce qui concerne l'immigration et les déportations, il peut le faire par executive order. Il n'aura pas besoin de... Bon, on va voir si la maison... Si l'Assemblée est républicaine ou pas, ce sera la seule possibilité de contre-pouvoir qui pourrait bloquer. Bien sûr, s'il a l'Assemblée républicaine avec le Speaker Johnson sur son côté, il aura des possibilités de faire ce qu'il veut. Hein. J'imagine qu'ils élimineront le filibuster dans le Sénat. Pour l'instant, il a utilisé tous les leviers démocratiques pour appliquer sa volonté. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il peut passer un cliquet qui le fasse passer dans l'autocratie? On en a beaucoup parlé tout au long de la campagne, en se disant non mais de toute façon, les observateurs disent non, il ne sera pas élu, donc il peut être autocrate jusqu'à présent, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Une fois au pouvoir, est-ce qu'il aurait cette capacité-là, légalement tout du moins? Écoutez, vous savez, ça dépend sur quel sujet exactement. Donc, c'est clair qu'il est plus autoritaire en tous les cas. Sur l'immigration, il peut être beaucoup plus autoritaire. Oui, ça c'est un lieu où l'exécutif aux États-Unis a beaucoup plus de pouvoir. Donc là, oui. En ce qui concerne les impôts, dont on a beaucoup parlé, éliminer les impôts sur les pourboires ou bien éliminer les impôts sur la sécurité sociale, etc. Ça, ils auront besoin, bien sûr, du Congrès. Donc, ils ne pourraient pas faire ça d'une manière autocratique. Mais j'imagine, sur le côté international, ce sera, oui, là, il n'a pas besoin
de lois, etc., de passage. Donc là, il sera... Il va pouvoir continuer, on va y revenir tout à l'heure, hein, ces petits rendez-vous secrets éventuellement, en passant à travers tous les protocoles. Soufiane Al-Sabah, je voulais revenir vers vous, puisque vous avez commencé à l'évoquer concernant ce congrès républicain et la manière avec laquelle il va pouvoir gouverner avec son propre camp. Quelle ligne de force existe à l'heure actuelle, tout d'abord, au sein des républicains, pour comprendre avec qui il va pouvoir gouverner? Écoutez, la situation est très très différente de celle de 2017. Je rappelle qu'en 2017, M. Trump est arrivé, il avait déjà les 2 chambres du Congrès, mais son entourage n'était absolument pas préparé à assumer le pouvoir. Et en fait, sur le plan législatif, il s'est absolument rien passé pendant 1 an et demi. Et ce n'est que fin 2017 qu'il a réussi à commencer un premier projet pour réduire les impôts de façon drastique. Et c'est vraiment tout ce qu'on peut mettre à son crédit sur le plan législatif. Maintenant, la situation de 2025, elle va être très différente parce que s'il a les 2 chambres du Congrès, les élus républicains qui sont au Congrès, qui sont entrés depuis 8 ans, sont totalement acquis pour une grande majorité d'entre eux à la cause MAGA. Et donc, ce sont des gens qui vont suivre Donald Trump à tout prix. Et donc, ils vont suivre non seulement pour voter des projets de loi qui seront favorables à l'administration, mais également pour peut-être amender un certain nombre de règles démocratiques qui vont permettre de donner au président américain plus de pouvoir, de centraliser le pouvoir. On rappelle que le génie vraiment de la Constitution américaine depuis le premier jour, ça a été de diluer les pouvoirs entre un certain nombre d'institutions, les checks and balances, avec les États, les cours, à tous les États, à tous les niveaux inférieurs. Tout ça permet de répartir le pouvoir et d'empêcher que le président, l'exécutif, ait un pouvoir trop fort. Je pense que plus que les textes de loi, c'est peut-être sur ce deuxième volet, la pratique démocratique américaine sur lequel il faut s'attendre à voir les plus grands changements et ceux qui auront des impacts absolument mondiaux parce que M. Trump pourra faire vraiment ce qu'il veut, beaucoup plus qu'il y a 8 ans. Mais Soufiane, est-ce qu'on peut envisager de nouvelles alliances entre peut-être des républicains plus modérés avec les démocrates? Il va falloir le voir. Peut-être si les choses deviennent trop claires dans le sens d'une autocratie, on pourrait imaginer voir un certain nombre de républicains rejoindre les démocrates, mais aujourd'hui, c'est peu envisageable. Et puis, je souligne aussi qu'une nouvelle fois, le nombre de républicains qu'on va appeler raisonnables, attachés à la Constitution, leur nombre a considérablement été réduit depuis 8 ans. Et donc, encore une fois, M. Trump arrive déjà en terrain acquis. Le travail de sape de son équipe MAGA à tous les niveaux des gouvernements au Congrès, mais les gouvernements locaux aussi, ça va compter, et les cours, encore une fois, à tous les niveaux, de la Cour suprême jusqu'aux cours inférieures. Tout ça va lui permettre de dérouler ses intentions de manière beaucoup plus verticale que ce qu'on l'a vu lors de son premier mandat. Bernard Harcourt, est-ce qu'à la lecture de ce qui se passe en ce moment et de ce scrutin, des résultats de ce scrutin, le bipartisme n'est pas un système qui s'essouffle? Oui, je crois. Oui, tout à fait. Je crois. En fait, je pense, je suis tout à fait d'accord que c'est pas le Parti républicain qui est au pouvoir. Trump et le MAGA, c'est quelque chose de différent du vieux parti, du vieux GOP américain. Et donc, d'une certaine manière, on dirait, vous savez, c'est comme en France, je veux dire, les 2 grands partis, Parti socialiste, Parti républicain, ils se sont effondrés. Je pense qu'il y a quelque chose de similaire qui se passe aux États-Unis, silencieusement. Silencieusement, dans le fait que du côté républicain, c'est un parti complètement différent. Ce serait presque un peu plus si c'était le Rassemblement national vraiment qui s'appelait le Parti républicain maintenant, du côté républicain. Et du côté démocrate, je pense qu'il y aura un certain... Je pense qu'il y aura des... Il va y avoir des difficultés avec ce qui s'est passé. Avec le fait que Biden est resté dans la course pendant tellement longtemps, bien qu'il était tellement âgé,
que ça a été passé automatiquement à Kamala Harris sans qu'il y ait eu un débat ou de la démocratie à l'intérieur du Parti Oui, c'est démocratique. ça, même le processus démocratique au sein lors de cette nomination a quand même été assez hasardeux. Oui, Elle a été exactement. propulsée, elle est Ouais. arrivée avec une enveloppe financière et puis ça y est, elle était candidate. Donc, Ouais, ça ouais, interroge. ouais. Et puis aussi, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment une fracturation aussi du Parti démocrate. Les voteurs sont en train de changer. Je veux dire, le seul bloc vraiment démocrate, c'est la population afro-américaine aux États-Unis maintenant, mais des autres groupes qui en faisaient partie, ça s'effrite, et je crois qu'il y a beaucoup de changements possibles. Je crois que oui, ça va changer. Ouais, c'est mouvant à l'heure actuelle. Henri Vernet, elle était un peu hors sol, et les démocrates avec elle, Kamala Harris, pendant cette campagne. C'est vrai qu'on l'a vu entourée de beaucoup de stars, hein, notamment Star System californien, alors que Donald Trump, alors certes, il y avait Elon Musk, mais Elon Musk, c'est quelqu'un qui a créé des choses pour le quotidien des Américains. Donc finalement, paradoxalement, il est plus connecté à la vie quotidienne des Américains que ne l'est Beyoncé. Voilà. Oui, absolument, ou Taylor Swift. Hein, je sais plus, j'ai vu le titre selon lequel Taylor Swift ne fait pas changer le vote des swing states. Et c'est exact, on a bien vu que ça n'a pas apporté une voix. Mais c'est vrai que ça nous a un peu surpris, nous observateurs, ce recours massif, en effet, cet engagement assez massif des people de Hollywood dans la campagne, alors qu'on sait très bien, enfin je veux dire, c'est un peu partout pareil, il y a également en France, hein, dans nos démocraties à nous. C'est moins impressionnant. Non, parce que... alors c'est à la fois impressionnant, bien sûr, hein, c'est bling-bling, ça jette, mais c'est aussi une façon de montrer qu'on est un peu loin du peuple. Mais c'est ce qu'a dit, sauf erreur, Bernie Sanders, hein, qui a été assez sévère en disant que le problème quand même du Parti démocrate, c'est que oui, il a perdu le peuple en quelque sorte. Hein. Ce qui est, vous citiez l'effondrement du PS et de LR, de nos républicains à nous, même si en même temps ils sont revenus au pouvoir, hein, curieusement. C'est-à-dire qu'on peut s'effondrer électoralement, mais avoir les manettes du pouvoir en France, puisque c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce que découvre la France. Mais vous avez raison, c'est vrai qu'il y a cette... Et ce qu'on a beaucoup reproché au PS, justement, à la gauche, en tout cas à cette gauche-là, disons la gauche du gouvernement, pour faire simple, c'est d'avoir perdu le peuple. Et quand on entend Sanders, c'est un peu ce qu'il reproche à Kamala Harris et puis au groupe qui a fait sa campagne. Mais ce qu'on voit aussi, quand vous décrivez le Parti républicain, c'est qu'en effet, alors vous le comparez, enfin vous faites un rapprochement avec le RN, ce qu'on constate en effet en tout cas, c'est qu'il y a une polarisation incroyable de la vie politique américaine qui est sensible dans les partis, qui est sensible chez les électeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je soulignais tout à l'heure ce mot d'adversaire qui a été employé par Biden. C'est qu'aujourd'hui, en effet, celui qui ne pense pas comme vous, celui qui ne vote pas par vous, comme vous, qu'il soit simple électeur, simple citoyen, ou qu'il soit membre du parti, donc avec des responsabilités politiques, eh ben, c'est un ennemi. C'est plus qu'un adversaire, c'est même un ennemi. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qu'il faut combattre. Alors que non, la vie politique, on peut très bien penser différemment. Bon. Et donc, c'est le propre d'un système démocratique, d'ailleurs. Exactement, voilà, c'est de confronter des idées et non pas de jeter l'anathème systématiquement sur l'autre, et ce qui fait qu'après, en effet, on ne peut pas accepter de perdre, et donc la victoire du camp opposé. Donc c'est vrai que pour venir à cette question, est-ce qu'ils ont perdu est-ce que Kamala Harris était hors sol? En tout cas, c'est clair qu'ils ont perdu le peuple, et que des pans d'électorat qui, a priori, leur étaient acquis, sur ces pans-là, sur ces territoires-là, Trump a énormément progressé. Vous citiez les Afro-Américains, mais je disais qu'il y a une percée de Trump extrêmement importante sur ce segment électoral. Également les femmes. On avait tellement misé, en tout cas le camp Harris avait tellement misé sur le vote des femmes avec la défense de la liberté d'avortement, avec les droits des femmes, etc. Mais attendez, elles ont voté, elles ont beaucoup voté pour Trump. Les classes moyennes, alors populaires, ça, c'est des bataillons entiers. On voit d'ailleurs la coïncidence entre les comtés les plus, notamment dans les swing states, notamment en Pennsylvanie, dans des États comme cela, que les comtés les plus pauvres, les plus défavorisés, mais ils sont rouges. Donc il y a en effet cette espèce de translation d'un électorat généralement de gauche. Enfin, c'est pas la première fois. C'était déjà le cas en très large partie en 2016 pour sa première élection, vers ce qu'on appelle vers le populisme, parce que c'est un candidat populiste.
populiste. Et ça, c'est vrai que c'est préoccupant. C'est vrai que le Parti démocrate, il doit se réinventer. Le Parti républicain, lui, il doit peut-être se déradicaliser en quelque sorte. Il doit retrouver le sens des nuances. Parce qu'aujourd'hui, le fait est quand même que Trump, je veux dire, il est à sa botte. Le GOP, comme vous dites, il est quand même contrôlé. D'ailleurs, c'est sa belle-fille qui en est à la tête. Il est vraiment il est trumpisé totalement, quoi. Soufiane El-Sabak, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que les États-Unis sont un pays divisé, mais ce à quoi on assiste, en fait, c'est surtout une colère qui s'exprime et une révolte qui gronde et qu'il faut entendre. Oui, je pense que la division des États-Unis, on a parlé des deux Amériques depuis franchement plusieurs décennies déjà. Et les désaccords ont toujours été très prégnants entre Kerry et Bush il y a 20 ans. Vous pouvez même remonter à Reagan contre Mondale. C'était déjà deux Amériques. Mais ce qui compte aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est le point le plus important, c'est qu'il y a une Amérique qui est démocrate, dans le sens où elle respecte la démocratie, elle perd l'élection, elle concède, elle est gracieuse. On peut que le reconnaître envers M. Biden. Et en face, une Amérique qui veut imposer par la force, en tout cas une force qui sort du cadre démocratique, ses idées et ses convictions. Et très honnêtement, évidemment, on ne le saura jamais maintenant, mais si M. Trump avait perdu cette élection, alors je pense qu'une éruption de violence était quasiment garantie. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé à la fin du mandat de M. Trump la dernière fois, quand il avait déjà perdu la première fois et refusé de concéder. Et donc je pense qu'on a réussi à polariser encore plus une Amérique qu'il était déjà, puisque avant, au minimum, si on n'était pas d'accord sur les idées, on était d'accord sur la démocratie. Et ça, avec l'avènement du Trumpisme, même ce bastion du bien commun américain a finalement sauté. Et c'est, je crois, l'enseignement principal de cette élection. Encore une fois, ce n'est pas un républicain qui succède à un démocrate, ce n'est pas une élection normale et ce ne sera pas une présidence normale. On entre, alors que les États-Unis sont sur le point de célébrer leur 250e anniversaire dans 2 ans, on entre dans autre chose. Et je pense une révolution démocratique. Je n'ai pas encore d'autres mots, mais on va voir ce qu'en fera M. Trump. C'est autre chose qui commence aux États-Unis. Oui, la transformation d'un système en tous les cas, Bernard Court. L'autre question sur cette question d'autocratie, etc., c'est vraiment, ça va être comment Trump va transformer l'infrastructure administrative aux États-Unis. Et c'est là où il y aura un rôle pour l'autocratie, vraiment, je crois. Il a pas besoin du Congrès pour transformer les ministères, ce qu'on appelle aux États-Unis les agencies. Il a beaucoup critiqué. Il a critiqué énormément. Il veut les éliminer. En fait, il a dit qu'il voulait éliminer le département d'éducation, donc le ministère de l'éducation, pour retourner tout ça vraiment aux États. Et aussi transformer le service public, le travail des fonctionnaires, le fait que ce soit des fonctionnaires qui travaillent dans les ministères, il veut éliminer ça et utiliser au lieu des personnes qui sont beaucoup plus politiques. Et tout ça, il peut le faire tout seul, il n'a pas besoin d'autres... Mais quelle équipe va-t-il mettre autour de lui, justement, pour pouvoir exécuter ses plans ? Oui, c'est justement ça. Donc, il y a un problème auquel il fait face, c'est le fait que... c'est le fait que, d'habitude, il vire tout le monde. Et les gens qui travaillent pour lui, après quelques mois, ils se retrouvent... Ils se lassent très rapidement. Ils se lassent, ouais. Je veux dire, par exemple, ces ministres Attorney General, ces ministres de la Justice... Au premier mandat, je veux dire, ils sont tous rentrés très pro-Trump, Jeff Sessions, etc. Et puis, avec beaucoup d'énergie et de volonté d'action. Après quelques mois, ils ont jamais été à la hauteur de ce que Trump voulait. Ils se finissent. C'est toujours un peu. Tout le monde se fait virer, quoi. Je veux dire, c'est ça le modus operandi de Trump, de virer les gens. Donc, il y a toujours beaucoup de gens qui se présentent pour être dans ce rôle. Peut-être qu'on verra Giuliani qui va se représenter dans ces rôles. Mais en fait, c'est vrai, c'est assez compliqué de trouver des gens qui sont assez submissifs et en même temps
prêt à donner tout et à se faire virer rapidement. Alors, voilà. Sophia Sabag, parce que lui, il ne correspond pas du tout au profil, Elon Musk, on se dit que c'est peut-être quelqu'un qui va réussir à durer justement parce qu'il a beaucoup à offrir, même si on imagine la guerre des égos qu'il y aura assez rapidement, mais il a quand même beaucoup à offrir à Donald Trump. Je le disais, ce n'est pas si anecdotique que ça, peut-être même le premier homme sur Mars dans le mandat de Donald Trump, et ça aurait de l'allure, pour ne pas utiliser un autre mot. C'est une grande question. Et M. Musk, en fait, va commencer une ère de conflit d'intérêts au plus haut niveau du pouvoir américain, qui, je crois, va poser beaucoup de questions parce que M. Musk bénéficie déjà d'un certain nombre de contrats pour ses entreprises privées de la part du gouvernement, donc des fonds très importants. Et maintenant, il va pouvoir diriger encore plus de fonds fédéraux publics vers ses propres entreprises. Il n'y a absolument rien qui va l'en empêcher. Aussi longtemps qu'il aura la confiance du président élu. Et donc, rien que penser à cela, si vous pensez vraiment à tout ce que ça implique derrière, en matière de collusion entre le public et le privé, on peut s'orienter très très vite vers quelque chose qu'on a lu dans les plus mauvais romans possibles. Enfin, je veux dire, on pourrait parler d'une aristocratie établie, où le contact direct avec le président vous permettrait de gagner des marchés publics. Tout ça, on n'en est vraiment pas très loin aujourd'hui, et c'est vraiment de cela dont on parle. Et le système judiciaire qui serait, en temps normal, censé empêcher ce genre de situation, n'oubliez pas que M. Trump a nommé un nombre de juges record à tous les échelons juridiques du système, et il y aura beaucoup moins, encore une fois, de garde-fous qui vont empêcher ce genre de situation de se passer. Et donc, encore une fois, on rentre dans autre chose et c'est impossible de vous dire comment ça va être parce qu'on ne le sait pas, c'est tout nouveau. Et le système politique américain, on va tester une nouvelle fois son niveau de résistance, sachant qu'il a déjà été fort affaibli par le premier mandat de M. Trump. Donald Trump qui est déjà au travail, hein, il a eu au téléphone Benjamin Netanyahou hier matin, Emmanuel Macron. Il est déjà question des dossiers chauds en Europe, notamment au Moyen-Orient, puisque Donald Trump a promis de les régler en 2 temps 3 mouvements. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, puis on continue d'en parler sur ce plateau avec nos invités. On a 2 blocs, les États-Unis d'Amérique d'un côté et la Chine, qui avant tout recherchent leur intérêt propre. Au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Henri Vernier, on le sait, on va parler que de protectionnisme ces 4 prochaines années. En tout cas, beaucoup, oui, de guerre, de protectionnisme, Oui. donc de guerre commerciale. Donc c'est en ça qu'il dit, il constate, oui, que les Américains ont élu à leur tête quelqu'un qui est vraiment là pour jouer, pour défendre totalement les intérêts de l'Amérique, sans avoir du tout la préoccupation de ce que ça pourrait entraîner dans le reste du monde. Et que donc, face à ça, c'est ce qu'il dit Macron, c'est qu'il ne faut surtout pas être naïf. En fait, il appelle les Européens à faire de même. Là, vous parlez donc de l'aspect économique, donc avec les guerres tarifaires. Trump l'a assez brandi pendant toute sa campagne, en disant que c'était son mot favori du dictionnaire, les tarifs, les taxes douanières, et que donc, il a déjà lancé la couleur, plus 10% pour les Européens, lesquels étaient déjà davantage taxés sous son premier mandat, mais également depuis l'IRA, depuis la IRA, sous le mandat de Biden. Donc ça va encore renchérir et rendre plus difficile le commerce entre les 2 rives de l'Atlantique. Et 10% donc pour les Européens, 60% pour les Chinois. Donc on voit bien, pour tous les produits chinois. Donc on voit bien à quel point va s'instaurer une véritable guerre intercontinentale sur ce plan-là. Alors, mais là aussi, il y a ce que dit Trump, il y a tout ce qu'il raconte. Néanmoins, pour l'instant, il n'est pas encore le dictateur, l'autocrate, etc. qu'on annonce, parce qu'il y a aussi le poids des réalités. Est-ce que quand vous promettez aux Américains d'en finir avec l'inflation, est-ce que réellement on peut se lancer dans une telle politique économique dont on sait que forcément les retombées, elles toucheront aussi les États-Unis et que donc
si vous barrez les produits des autres pays, vous renchérissez aussi vos propres importations. L'Amérique, elle n'est pas autarcique, que l'on sache, en tout cas pas pour l'instant. Les travailleurs des États-Unis ne sont pas, ils viennent aussi de l'étranger. Donc s'ils sont renvoyés tous chez eux, y compris surtout les clandestins, néanmoins, ça va forcément renchérir un petit peu tous les prix. Donc il y a aussi la réalité économique qui sera là. Bon, il y a cette guerre-là. Il y a également les autres guerres. Là, Emmanuel Macron, quand il parle surtout de ne pas faire d'irénisme et donc plutôt de jouer une Europe réaliste qui s'allie, c'est également donc sur le terrain de la défense. Il pense à l'OTAN, qui est également menacée et remise en cause régulièrement par Trump. Il l'avait fait dans son premier mandat. C'est évidemment le sujet de l'Ukraine. Peut-être qu'on en dira deux mots. Bref, là, on constate, alors c'est peut-être un peu de la méthode Coué chez les Français, chez Macron, mais enfin il n'est pas le seul non plus en Europe à dire ça, en disant ok, voilà, on a face à nous maintenant l'ogre en quelque sorte de Trump, même si il l'a félicité, il a été l'un des premiers à le féliciter, Emmanuel Macron. Eh bien, profitons-en nous Européens pour nous affirmer, pour avancer encore dans cette souveraineté, c'est-à-dire dans une Europe qui se prenne en main, qui a quand même fait quelques petits pas depuis la réponse commune sur le Covid, depuis la réponse européenne sur l'invasion de Poutine russe de l'Ukraine. Bref, la seule solution, c'est quand même ça, c'est de s'affirmer et ne plus être ce continent naïf. Je crois qu'il a utilisé la métaphore dans un monde de carnivores, l'Europe pour l'instant est le seul herbivore et donc elle va se faire dévorer. En effet, c'est peut-être là, c'est l'occasion peut-être de vraiment d'affirmer ça davantage. On l'évoquait tout à l'heure, Bernard Arcon, c'est vrai que Donald Trump aime beaucoup se présenter comme un deal maker. En tant qu'homme d'affaires qu'il est, je suis celui qui vient sauver, qui vient apporter des solutions. Et finalement, un contexte encore plus instable qu'il ne l'était lors de son premier mandat lui plaît peut-être énormément parce qu'il va pouvoir se positionner et faire preuve d'autorité sur la scène internationale. Oui, c'est certainement ce qu'il dit. C'est dur à savoir comment ça va jouer. Terminer la guerre en Ukraine en quelques jours, terminer la guerre en Israël. C'est dur à savoir comment, en fait, il va négocier ça. Mais c'est assez clair que c'est dans son caractère de vraiment essayer de prendre ça dans ses propres mains, de faire des choses non orthodoxes, que ce soit d'essayer de communiquer avec la Corée du Nord en 2018, 2019. Oui, des échanges secrets avec Vladimir Poutine aussi. Exactement. Donc, est-ce qu'il va y arriver? C'est dur à savoir. Sofiane Al-Sabah, quelles leçons pouvons-nous tirer du premier mandat concernant Donald Trump sur la scène internationale? Parce qu'on sait que c'est un sujet qui n'est pas le premier sujet de préoccupation des Américains. Ils ne comprennent pas forcément l'implication des États-Unis sur des scènes, sur des champs de guerre étrangers. Et oui, et M. Trump, c'est absolument le cas. Je peux vous assurer qu'il aurait beaucoup de mal à placer un certain nombre de pays sur la carte. La seule façon, je crois, de lire la politique étrangère de M. Trump sera un prisme domestique. Donc si ça permet aux républicains de gagner des voix dans l'Ohio, en Virginie ou en Floride, alors il fera une politique X, Y, Z à l'international. Ça n'a strictement aucun impact, si vous voulez, en termes de standing international. Ce qu'il va lui falloir montrer maintenant, encore une fois, c'est qu'il a tenu des promesses, il faut montrer qu'il les tient. Donc il s'agit d'attaquer les Européens, augmenter les droits de douane, montrer qu'on est fort. Ça va plaire à son électorat. Il va falloir expulser un certain nombre d'immigrants et on se soucie très peu des lettres consulaires qui sont nécessaires pour renvoyer dans leur pays tous ces gens. Donc encore une fois, le spectre de la politique étrangère chez M. Trump va se limiter à une lecture domestique. Et n'oubliez pas que, encore une fois, si les normes démocratiques sont respectées, M. Trump n'a pas le droit de se représenter en 2028. Néanmoins, il y aura quelque chose après Trump. Et on a déjà vu que son nouveau vice-président, le vice-président élu J.D. Vance, a montré des velléités très claires d'aller totalement dans le sens de Trump. Et lui, il voudra un bilan qui tient les promesses, parce que sinon, les républicains peut-être seront battus en 2028. On comprend, Henri Vernet, les sueurs froides de Volodymyr Zelensky en Ukraine après l'élection de Donald Trump.
Oui, il a beaucoup à craindre parce que c'est vrai que Trump, enfin, le côté domestique, en effet, est tout à fait là. Donc les Américains, ce qu'ils voient, c'est que tout ça, ça coûte des milliards, des dizaines de milliards, qui sont principalement, enfin beaucoup en tout cas, fournis par les États-Unis, et que donc il serait urgent de cesser ça. Et c'est en effet ce que Trump porte. Pour autant, est-ce que c'est une fatalité? D'abord, on voit pas bien comment il va arrêter la guerre en 2 jours. C'est vrai que c'est son slogan, c'est l'un de ses slogans de campagne, enfin, un slogan très marginal, puisqu'on l'a dit, c'est pas le sujet numéro 1 pour les Américains, très très loin de là. Donc on voit mal comment il pourrait faire ça. Est-ce qu'il va chercher un deal avec Poutine? Ce qui est possible, hein, c'est la première éducation, en mettant avec, disons, un axe Trump. Orban, Poutine, en quelque sorte avec Orban qui serait là pour bénir un accord qui évidemment se ferait sur le dos des Ukrainiens pour le coup. Ça, disons que c'est la crainte un peu première, un peu générale. Il y a quand même peu de chances que ça se passe comme ça, parce que ça voudrait dire quoi? D'abord, c'est faire peu de cas, tout simplement, d'un pays qui est quand même le premier concerné, qui est l'Ukraine, qui résiste quand même de manière, enfin ce peuple ukrainien, de manière admirable depuis bientôt 3 ans, en tout cas depuis plus de 2 ans et demi. Donc, est-ce que de toute façon, ils accepteraient un accord qui les priverait quand même d'une partie importante de leur territoire, des lieux symboliques pour lesquels ils se sont battus, pour lesquels ils meurent quand même depuis tout ce temps-là, depuis l'invasion russe et la Crimée déjà avant. Donc, il y aurait, est-ce que pas acceptable évidemment pour les Ukrainiens, pas acceptable non plus pour les Européens. Je veux dire que toute l'aide qui a été fournie, qui continue d'être fournie, qui est en volume l'équivalent de celle américaine, parce que c'est quand même les premiers fournisseurs aujourd'hui sont les Européens dans leur globalité. Bon, est-ce que l'Europe pourrait accepter ça? Sans doute pas, parce que ce serait cette défaite à elle, on l'a assez expliqué, ne serait-ce que parce qu'un Poutine qui gagnerait ça, qui obtiendrait ce qu'il veut en Ukraine grâce, entre guillemets, à un Trump, il s'arrêtera pas là, Poutine. Il l'a déjà dit, on voit bien qu'il veut reconstituer un petit peu le glacis de l'ex-Union soviétique. Donc, il y aurait des menaces sur les pays baltes, des menaces sur les quelques anciens pays d'Europe de l'Est, et puis pourquoi pas sur les pays scandinaves également. Un effet domino. Bon. Bref, voilà, donc l'Europe ne peut pas l'accepter non plus. Donc il faut quand même là faire un peu confiance, ne pas trop injurier l'avenir et penser que Trump, il pourrait aussi peut-être être plus subtil dans ses futures démarches et surtout ne pas faire ça tout seul avec Poutine. De toute façon, ça ne marche pas comme ça, les relations internationales, quoi. Je vous remercie beaucoup, Henri Vernet. Oui, mais enfin là, on est rentré dans une totale inconnue. Oui, non, ça c'est vrai. Oui, c'est une imprévisibilité ça, totale. Donc, ouais. on va aller de surprise en surprise, vraisemblablement. Merci à vous d'être venus sur ce plateau, Bernard Harcourt et Soufiane Al-Sabag. Merci à vous d'avoir réagi depuis Washington. Merci encore. C'était Le Débat. Vous restez avec nous. D'autres informations dans quelques minutes.